Voilà, je me présente, donc Christophe Husson, je suis vice-président en charge de la banque, de l'assurance et des services financiers pour CGI Business Consulting. Bonjour, je suis Olivier Nonden, je suis également vice-président au sein de CGI Business Consulting en charge de la banque et également j'occupe le rôle de client account exécutif pour le compte Crédit Agricole pour l'ensemble du groupe CGI. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter la synthèse de l'étude InBank 2020 que CGI sponsorise depuis 3 ans maintenant. Cette étude vise à apporter une vision de la transformation digitale de la banque, dans la banque, et de permettre une analyse des tendances notoires sur les attentes clients et les usages. Donc, cette étude a été réalisée en ligne auprès de 1005 Français représentatifs de la population en termes d'âge, de critères d'âge, de sexe et de CSP. Cette année, petite novation, nous avons décidé en fait de compléter les enseignements de cette étude avec le baromètre annuel CGI Voice of the Client qui interroge au niveau mondial 1600 CXO, quels que soient les domaines. Et ceci pour mettre en perspective les points clés de l'étude avec les retours des CXO bancaires, notamment bancaires français, sur leurs enjeux et leurs priorités en termes d'investissement. Alors, pour paraphraser Game of Thrones, Winter is coming. La banque fait face à une transformation majeure, avec une fragmentation de sa chaîne de valeur accrue entre les acteurs traditionnels, les banques de réseau, et les nouveaux acteurs digital natives. La banque traditionnelle, d'un côté du champ de bataille, qui doit faire face à la fois à une réglementation de différentes pressions, une réglementation croissante qui pèse sur ses ratios d'exploitation, sur ses fonds propres, qui la rend moins attractive vis-à-vis de ses investisseurs, notamment dans un contexte de taux historiquement très bas. Et par ailleurs, le développement d'alternatives numériques avec des nouveaux entrants, les GAFAM, les télécoms et autres, qui l'obligent à prendre position sur 2 points, à la fois le digital et l'expérience utilisateur, à la fois client et collaborateur. Ceci pour restaurer une image quelque peu écornée. Et donc, face à ces acteurs bancaires traditionnels, vous avez donc les néobanques et par extension les GAFAM qui se positionnent clairement comme une alternative. Notamment, elles semblent donner le là en matière de relations bancaires puisqu'elles intègrent nativement à la fois les technologies et les usages digitaux pour mieux comprendre et adresser les besoins de leurs clients. Et finalement, que l'on soit une banque traditionnelle ou une banque digitale, on doit désormais maintenir finalement un alignement constant de son offre numérique sur les meilleures pratiques du marché afin de conserver, voire de conquérir des clients qui sont habitués à obtenir tout de suite, partout et si possible à moindre coût. Et donc le client. On se propose de mieux cerner la voix du client, ses attentes, ses usages, sa relation avec sa banque au travers des 4 thèmes développés dans l'étude InBank. La place de la banque en ligne, la relation du client avec sa banque, les exigences et les attentes du client et les nouveaux modèles bancaires. On va commencer par la place de la banque en ligne avec une question que je vous adresse. Donc, selon vous, quel pourcentage de clients en 2019 ont choisi une banque en ligne comme banque principale? J'insiste, comme banque principale. Alors, je vous donne un petit indice. En 2017, c'était 5%. Des idées? Lancez-vous. Ah, qui dit mieux? 20%? 10%, 20%. Bon, Olivier? Eh bien non, c'est pour 7% des répondants. Ceux-ci ont déclaré avoir une banque en ligne comme banque principale, donc seulement 7%. Donc une croissance très modérée de 2 points par rapport aux résultats de l'étude en 2017. En revanche, ce qu'on voit, c'est que plus d'un Français connecté sur 5 a au moins un compte dans une banque en ligne.
Oui, donc un taux d'adoption des banques en ligne comme banque principale, je le répète, parce qu'il y a de la multibancarisation le taux est bien supérieur, mais comme banque principale, qui reste encore faible. Et donc la banque en ligne, la néobanque, est vue comme une banque complémentaire aujourd'hui, avec tendanciellement une progression, mais qui restera, on va dire, peu significative, en tout cas assez lissée, et peut-être un peu plus marquée. Vous le retrouverez dans le détail de l'étude, sur la tranche des plus jeunes, les 18-35 ans, qui adoptent plus facilement le modèle full digital. Qu'en est-il de la relation client-banque ? Eh bien, tout d'abord, concernant les visites en agence, on voit que les réseaux d'agences restent toujours fréquentés, mais on le sait, les visites se raréfient. Pour un quart des répondants, finalement, ils se rendent une fois par mois, au moins une fois par mois finalement, dans leur agence, soit un recul net de 11 points par rapport à 2015. Et plus grave encore, vous avez 15% des sondés qui déclarent ne plus du tout aller dans leur agence, quelles que soient les opérations qu'ils ont à mener. Si on passe maintenant sur les relations du client avec sa banque, et en premier titre, le conseiller, eh bien, on voit que 88% des clients disposent d'un conseiller attitré, 25% des clients des banques en ligne. Donc on voit que même si on est dans une banque en ligne, le phénomène du conseiller attitré existe. Et évidemment, 93% des clients de banques en réseau possèdent ce même conseiller attitré. Concernant les besoins clients, on voit que la fréquence des échanges avec le conseiller attitré diminue légèrement. Seuls 39% des clients ont des échanges réguliers, soit plus de 2 fois par an, soit un recul de 4 points, donc un tassement par rapport à 2015. Néanmoins, la moitié des répondants conservent un besoin de solliciter finalement leur conseiller, quelles que soient les opérations qu'ils ont à mener. Donc, en synthèse, le conseiller reste donc un lien essentiel de la relation client et son existence rassure. Quid des interactions avec le conseiller ? D'une part, les opérations simples et d'autre part, les opérations plus complexes. Sur les canaux d'interaction, sur les opérations simples, la messagerie, le mail ou la messagerie interne ont dépassé maintenant le téléphone de peu, mais est le canal privilégié. Et quand même, loin derrière, les agences dont la fréquentation continue à s'éroder. En revanche, pour les opérations plus complexes, c'est clairement les agences et le conseiller attitré qui est plébiscité. Et loin devant, d'ailleurs, la messagerie et le canal téléphonique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, certes, l'agence continue à perdre un peu en termes de volume de contacts, mais les contacts sont de meilleure qualité. Et dès lors qu'il y a un besoin de confiance, d'expertise ou de conseil, il reste le canal privilégié. Voilà. Donc le conseiller bancaire incarne la confiance, la fiabilité, avec un rôle attendu d'expertise et de conseil. Mais qu'en est-il finalement du phénomène du smartphone et de l'application mobile ? On constate tout d'abord une hausse significative de l'adoption de l'appli mobile, puisque en un an, le nombre de téléchargements de cette appli mobile a augmenté de 10 points. Par ailleurs, cette application est largement utilisée, puisque 3/4 des répondants clients déclarent l'utiliser chaque semaine. Et enfin, on voit que par rapport à l'ordinateur, l'appli est privilégiée, puisque l'utilisation de l'ordinateur baisse de 15 points au profit de l'utilisation de l'appli mobile. Et c'est ce qu'on retrouve également dans le baromètre Voice of the Client, puisqu'en matière d'investissement, deux investissements majeurs, à la fois sur l'expérience omnicanal, l'expérience client, l'interopérabilité des processus, et le self-care, le self-service sur mobile, avec toujours plus de fonctionnalités dans son app, sur le web, mais essentiellement dans son app.
Alors passons à présent aux exigences et aux attentes des clients. Avec un enjeu de taille, le robot. On a posé la question finalement, savoir si un robot pouvait se substituer à un conseiller réel. Eh bien, pour 35% des sondés, des répondants, des Français connectés, la réponse est clairement oui, qui est déjà un résultat, à mon sens, assez impressionnant. Avec une différence en fonction de l'âge, puisque 42% des moins de 35 ans sont plutôt convaincus par cette idée, alors que le taux chute à 20% pour les seniors. Cette évolution néanmoins est à tempérer puisqu'on assiste à une confiance qui est en recul chez les plus jeunes, moins 7 points en un an, qui est corrélée à une perte temporaire de confiance finalement dans les promesses de l'intelligence artificielle. Après avoir beaucoup progressé en 2016 et 2017, la tendance est donc plutôt au recul en ce début d'année. Côté Voice of the Client, donc le baromètre CGI, si l'on met en perspective ces résultats avec le retour de nos clients, on voit bien que côté banque, on est au milieu du gué en matière de développement de services basés sur de l'IA. Le niveau de maturité reste modéré et l'expérimentation, à notre sens, est principalement encore dans une phase exploratoire. 51% des décideurs français bancaires qui ont été interrogés par CGI confirment qu'ils sont en phase d'exploration ou de POC pour des projets d'automatisation algorithmique. Et 8% déclarent avoir finalisé et mis en œuvre ce type de technologie. Donc avec ces chiffres, on voit bien qu'en synthèse, l'intérêt pour les algorithmes, pour le conseiller virtuel, est présent. Mais les premières expériences ont pu se montrer quelque peu décevantes, à la fois en termes d'expérience utilisateur, mais aussi au niveau des services, des conseils donnés et des contenus délivrés via les canaux Internet et via l'IA. Donc on en vient à présent à la qualité des services perçus et aux attentes des clients. Alors, deux constats sur les perspectives de services bancaires. La perception des services bancaires, des améliorations d'une part, et bien sûr, et des dégradations. Des améliorations sur les services en ligne, on l'a vu, toujours plus de fonctionnalités, l'expérience client améliorée, l'interopérabilité des processus, et la dématérialisation qui permet aussi aux clients de se déplacer moins, de ne pas envoyer de courrier avec la signature électronique, le téléchargement de pièces scannées, etc. Ça, c'est fortement apprécié. Et également des points d'amélioration, des dégradations, notamment perçus par les plus jeunes, les 18-35 ans, et les CSP+, qui sont quand même des populations exigeantes, à la fois sur l'accueil en agence et la diversité des offres. Donc il y a des irritants, on le sait, le conseiller client, les changements de conseiller en agence, c'est un irritant. Une offre trop pléthorique ou pas assez lisible, c'est un irritant. Ce sont des choses que les néobanques ont bien compris, la simplicité, la lisibilité. Le digital est donc intégré en synthèse dans les habitudes, mais il y a un équilibre qui s'opère, et même sur les opérations simples. 50% des clients continuent de déclarer qu'ils souhaitent que les agences continuent à être un support, même s'ils utilisent le digital, aux opérations simples. Ça les rassure, c'est un backup. Voilà, et 50% d'entre eux déclarent qu'ils peuvent s'en passer moyennant une baisse de salaire. Je suis pas sûr, c'est osé. Ouais. On n'a pas posé la question. Hein. Ouais, une baisse de tarif, bien sûr. Ah, c'est filmé. En plus, il y a des gilets jaunes, là. Moyennant une baisse de tarif. On passe maintenant... Ah, il en fallait une. On passe maintenant à l'émergence des nouveaux acteurs et des nouveaux modèles bancaires. Alors, merci. Avec le virage de l'open banking, les banques ont l'intention, mais aussi l'obligation de faire évoluer leur modèle
à la fois pour rester prépondérants au sein de leur écosystème bancaire, mais également pour réussir à conquérir des univers non bancaires. Chaque acteur doit choisir son rôle et définir sa place dans la chaîne de valeur avec ses produits et ses services, et cela en fonction de son positionnement actuel et souhaité au sein de l'écosystème considéré, qu'il soit bancaire ou non bancaire. Alors, en simplifiant quelque peu, et puis on peut en discuter par la suite, on peut distinguer 3 modèles émergents. D'une part, le modèle Bank as a Service, l'autre modèle, le Bank as a Marketplace, et enfin, le modèle Bank as a Platform qu'on va détailler par la suite. Alors, quelle perception des nouveaux modèles bancaires par les clients? Alors, tout d'abord, le modèle Bank as a Service, en fait, c'est un modèle pour lequel une banque, en son nom ou en marque blanche, propose toute une offre de services bancaires à d'autres partenaires, notamment, on peut l'imaginer, aux GAFAM, qui les distribuent. Alors, pour les sondés, pour les répondants, la perception d'une offre de service distribuée via un GAFAM est plutôt envisagée, puisque 37% des personnes interrogées jugent possible d'utiliser des services bancaires proposés par un acteur du numérique, soit GAFAM, Télécom notamment. On note que c'est Google et les opérateurs télécoms qui arrivent en tête. Chez les plus jeunes, l'intérêt est sensiblement plus fort, quel que soit le type d'acteur, même si on observe finalement que Facebook est le plus mal noté avec 11%, ce qui rejoint une défiance plus générale à l'encontre de cet acteur. Maintenant, si on projette le modèle Bank as a Service avec l'association finalement entre une banque et un GAFAM, qui proposerait conjointement des services financiers, les réticences diminuent pour des produits simples et surtout chez les jeunes. Ainsi, chez les moins de 35 ans, comme vous le voyez, 47% sont intéressés par l'ouverture d'un compte courant. Le taux descend à 40% pour l'épargne et 36% s'agissant du crédit. On sait qu'à ce jour, 2 grands événements marquants de collaboration, notamment aux États-Unis, avec d'une part Apple et Goldman Sachs et d'autre part Google et Citigroup. En synthèse, donc, on observe un intérêt marqué, mais encore incertain pour des services bancaires complexes fournis par une alliance, on dirait GAFAM Bank, et il apparaît que la confiance est un levier ou un frein indéniable à l'adoption par les clients de ce type de modèle. Maintenant, quid de l'intérêt pour les marketplaces bancaires? C'est une bonne question. Le marketplace constitue d'abord une rupture dans le modèle distributeur-producteur. Au lieu de distribuer uniquement ses propres produits, la banque intègre d'autres produits, d'autres acteurs bancaires, intègre ses partenaires pour constituer une offre plus compétitive. Elle peut également externaliser sur des produits innovants, dont elle n'a pas encore la technologie, ou des produits qu'elle juge à l'inverse moins rentables, et néanmoins qui viendraient compléter une offre. Près de la moitié des sondés sont intéressés par l'utilisation des marketplaces bancaires. Donc là, c'est une marque d'intérêt. C'est pas une adoption, c'est pas encore très développé, mais c'est quand même un intérêt assez marqué, notamment chez les CSP+, et les multibancarisés. Donc ce qu'on voit, c'est que l'intérêt augmente dans l'étude avec le pouvoir d'achat. Et en termes d'objectifs, et avec le pouvoir d'achat, le premier objectif, c'est la recherche de la rentabilité pour 53%. Mais à n'en pas douter, avec le développement des marketplaces, l'offre créera le besoin. Voilà. La voix du client, maintenant, ça confirme les investissements sur les marketplaces dans les 3 ans des décideurs vont être assez importants, très significatifs, et vont s'opérer sur différents chantiers, différents streams, l'IA, tout ce qui est smart automation, la relation client, l'omnicanalité, on en a parlé, l'analyse prédictive également, bien sûr les partenariats avec les fintech, les open API, l'écosystème, l'APIisation est nécessaire dans tous les nouveaux modèles bancaires, et l'automatisation des processus.
Donc, si on passe maintenant donc au nouveau service non bancaire via donc, le modèle Bank as a Platform. Donc, ce modèle Bank as a Platform, finalement, c'est un modèle dans lequel les banques distribuent, via leur plateforme numérique, leur appli mobile, de nouveaux produits et services non bancaires conçus par des tiers, et notamment à partir de services et de données bancaires. Donc, côté client, les sondés se déclarent intéressés, voire friands, d'univers non bancaires accessibles via les applis mobiles bancaires. Les écosystèmes les plus attractifs, comme vous le voyez, sont tout d'abord l'immobilier et globalement l'ensemble de l'écosystème logement, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de consulter des annonces immobilières, vous achetez ou vous louez votre bien, vous pouvez programmer des diagnostics immobiliers, et puis vous avez aussi l'ensemble des services utiles dans le cadre de la transaction, et également la possibilité de sélectionner des prestataires pour les travaux et également pour la sécurité des logements, les alarmes, etc. Le deuxième écosystème qui est ressorti, bizarrement, c'est l'ensemble des services administratifs autour des obsèques, et notamment pour les 35-50 ans, qui affichent le taux le plus élevé, comme quoi, à cet âge, on est déjà prévoyant. Voilà. Et enfin, l'aide à domicile. Si on passe maintenant sur les univers plébiscités par les sondés pour les services vraiment non bancaires, ça couvre, en fait, on voit que ça couvre aussi bien des services pratiques, mais aussi des services liés à la vie quotidienne au sens large. Vous voyez toujours l'aspect offre d'emploi, travail, mais aussi la culture, le divertissement, l'accès à des places de spectacle, etc., le voyage, et les services à la personne, services d'accompagnement ou services de maintien à domicile. Tous les clients, globalement, se montrent attirés, indépendamment de l'âge. C'est vraiment quelque chose qui ressort des sondés, avec un vrai intérêt de voir finalement une banque administrer ou pénétrer ce genre d'écosystème via leur appli mobile. En synthèse, donc, on note cet intérêt marqué pour ce modèle qui place les banques en tant que tiers de confiance au cœur de la vie quotidienne de leurs clients. On en arrive à la conclusion, on est dans les temps, presque. Presque. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un cataclysme, c'est une révolution, c'est-à-dire un changement d'état. C'est un changement d'état que vous avez déjà intégré. Vous y travaillez depuis 2 ans ou 3 ans déjà. Ce nouveau paradigme, vous continuez à vous transformer en profondeur et vous accélérez même dans cette transformation. Alors qu'est-ce qu'on constate et quelles sont nos convictions ? Il y a 2 enjeux clés. Les banques digitales doivent faire en sorte que leurs clients, s'adressent à elles, les voient comme une banque principale. C'est leur principal enjeu. Elles doivent devenir tiers de confiance. Ce tiers de confiance, c'est essentiel et c'est naturel chez les banques traditionnelles qui l'ont acquise historiquement depuis toujours, avec quelques crises, mais ça reste quand même bien marqué. Et c'est nécessaire aussi pour leur rentabilité. Voilà, je rappelle au passage que très peu de banques complètement digitales sont rentables encore aujourd'hui. Le deuxième enjeu pour les banques traditionnelles, c'est poursuivre leur transformation. La digitalisation des processus, l'expérience client, l'expérience utilisateur, aller vers ces nouveaux modèles qu'on vous a présentés et peut-être aussi se transformer de l'intérieur culturellement parlant, et c'est peut-être là le plus grand défi qu'elles auront à faire. Alors, quelle est notre conviction ? Notre conviction, c'est que pour y aller, sur ces enjeux, il y a 3 leviers. L'innovation. L'innovation, pourquoi ? Parce que la technologie, l'innovation, elle est structurante, elle est clivante, même parfois, et qu'il faut rester en veille permanente. Donc, dans les écosystèmes, intégrer les fintech. Beaucoup de banques incubent des fintech, les aident, les observent, font des POC avec elles, les intègrent parfois. L'agilité. L'agilité, pourquoi ? Parce que
finalement, on n'est pas devin, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, quel sera le modèle dans 5 ou 10 ans, quels sont les modèles ou le modèle qui va fonctionner vraiment. Donc il faut être agile, il faut améliorer son time to market, et ça c'est clé. Et enfin, l'acculturation, j'en ai parlé juste avant, ce qu'on pourrait appeler le digital change, le change management, comment on se transforme de l'intérieur, les compétences, les collaborateurs, comment on les fait évoluer, changer de culture. Ils vont changer de métier petit à petit. Il y a des métiers qui vont se développer au travers l'IA. Peut-être que dans les tables rondes, on en parlera. Voilà nos convictions. Je vous remercie.